est-ce que cette vie qu'on croit être réelle, n'est pas d'une certaine manière une forme de film, une forme de documentaire? Déjà, il pourrait y avoir un film à l'intérieur du film et à l'intérieur du film, c'est sûr, Oui, mais déjà, c'est pas ça. oui. C'était en fait un peu la question que je te posais. C'était en fait en te disant, si on part du principe qu'on est déjà dans un film, est-ce que là, on est dans une version science-fiction un peu plus spectaculaire, mais ça changerait en fait qu'on est toujours dans un film. Alors, ça permet, ce qui nous arrive, ça permet d'en prendre conscience. Mhm. Ça nous permet tout d'un coup d'avoir une possibilité de questionnement qui dirait, est-ce que ce qui a été vécu jusqu'à présent, qui semblait être la réalité, la vie réelle avec un monde extérieur et un moi à l'intérieur, et puis la dualité et le fonctionnement habituel de la vie, est-ce que finalement, cette impression, ce sentiment que c'est une histoire c'est incompréhensible, c'est de la science-fiction, tout le monde le dit, en fait, tous les gens avec qui j'étais en contact m'ont dit, mais c'est de la science-fiction. Est-ce que ça ne nous amène pas une information fondamentale qui fait que, effectivement, c'est une histoire de la fiction, d'une certaine manière, une forme de fiction, mais est-ce que ce n'est pas toujours le cas? Là, ça paraît évident parce qu'on y pousse dans nos retranchements, mais en réalité, est-ce que ce n'est pas toujours le cas? C'est la première question qu'on peut se poser. Oui, oui, et en même temps, on peut pas s'empêcher et empêcher les autres, les gens, de chercher un peu une signification à ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a on a quand même une impression, c'est facile, mais on a quand même une impression qu'on reçoit une sorte de signe, qu'on est allé trop loin sur la consommation, sur l'écologie, sur la course. Voilà. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur qui nous fait dire, qui nous montre, voilà, il faut changer quelque chose. Même si ça reste à l'extérieur, c'est ça le paradoxe. Oui, mais ça ne reste pas à l'extérieur, ça fait partie de l'histoire, Alain. Aussi, Ça fait oui, oui. partie de l'histoire. Ce sont des éléments qui arrivent et qui sont importants, qui vont modifier l'histoire, qui vont changer le contenu, qui vont changer le futur d'une certaine manière. La scène d'après, l'épisode d'après sera certainement différent. On est tous d'accord avec ça. Mais ce que j'essaie d'amener ici, c'est que cette lecture-là, ces suppositions de futur, je les laisse plutôt à des scientifiques, à des médecins, à des sociologues, à des politologues. Ce n'est pas vraiment mon domaine, en fait. Tu vois, je ne suis pas là pour dire ce sera comme ça. Oui, oui, Je oui, n'ai non, pas de non, scientifique, on est bien d'accord. Ces peurs-là, ces peurs relatives de souffrance, etc., elles sont en fait quelque part générées par la peur racine de tout être humain sur cette planète, qui est la peur de la mort, en fait. Donc c'est vraiment la peur de disparaître, la peur d'un futur qui n'existe plus pour moi, pour ma petite personne, en fait. On est bien d'accord. Et cette occasion-là qui est amenée, c'est une occasion de ce que j'appellerais memento mori. Donc, rappelle-toi que tu es mortel, en fait, tu vois. Memento mori, c'est une formule latine qui vient de Platon, enfin, de tous les sages, qui disait tout simplement, cette vie-là ne prend pas toute sa saveur, ne prend pas tout son potentiel dans l'oubli de la mort, dans l'oubli qu'en réalité nous sommes mortels. Et là, c'est en ce moment vraiment quelque chose qui est présent minute par minute, tu vois, heure par heure, dans toutes les conversations. Donc non seulement la mort des autres, mais du coup, implicitement, notre mort aussi, en fait. On est d'accord que c'est le générateur d'angoisse principal, qui est rarement regardé, en fait, quelque part. Souvent, on voit les effets secondaires, les petites peurs de manquer de la nourriture, les petites peurs de ci, de ça, mais en réalité, c'est toujours la peur de la mort, au final, quoi, en fait. Mhm. Cette peur de la mort, elle est forcément pas abstraite, c'est pas une abstraction, on parle de la mort. En réalité, cette peur-là, c'est la peur de ma mort. Hein, on est bien d'accord que c'est personnellement qu'on est concerné par rapport à cette question. C'est pas une question philosophique, c'est une question concrète, pratique. Donc la peur de ma mort implique qu'on sache réellement qui on est et qu'est-ce qui va mourir réellement. Est-ce que c'est Alain qui va mourir? Est-ce que c'est Didier qui va mourir? Est-ce que c'est ce corps-là? Est-ce que c'est ces pensées-là? Est-ce que c'est ces émotions-là? Est-ce que c'est qu'une âme, l'âme d'Alain, l'âme de Didier? Donc tous ces éléments-là vont en fait, d'une certaine manière, être implicites dans cette question-là, mais en réalité, ils n'ont jamais réellement été vus et explorés à fond. Ils disent, ah ben,
moi, Didier, donc ce corps-là, ces pensées-là, ces mémoires-là, va peut-être mourir. Mais que ça, ce corps-là meurt, ça c'est une évidence pour tout le monde. Bon, ça a été prouvé depuis des millénaires. Mais est-ce que c'est une réalité que je vais mourir, tu vois? Donc c'est la porte d'entrée, ça en fait. Hein. C'est la porte d'entrée de savoir s'il y a mort, qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? C'est une question. Et si on arrive ensemble, là, on va y aller étape par étape, à voir que en réalité, ce qui meurt est une chose qui est périphérique, qui est d'ordre de l'objet, qui est de l'ordre des choses qui apparaissent et disparaissent en permanence dans le champ de conscience, et que, la réalité de ce qu'on est réellement n'est pas engagée dans le temps, n'est pas engagée dans l'espace. Donc, il y aura à ce moment-là une espèce de relaxation en se disant, mais en réalité, ce que je suis réellement ne pourra jamais mourir, n'est jamais né non plus, et que peut-être cette question-là de la mort est une question rhétorique basée sur une lecture, je dirais, un peu légère de la vie en disant, moi, c'est la même chose, mais en réalité, dans mon vocabulaire, le je, ce sentiment d'existence est partagé par tous et assez différent de ce qu'on appelle moi, où on met des étiquettes de corps, des étiquettes de pensée, de connaissances, d'histoire, de mémoire, etc. Donc ces étiquettes-là décrivent toujours des objets, décrivent toujours des choses qui ont un début, qui ont une fin. Et par le fait que ça a un début, une fin, on ne peut pas réellement considérer que c'est quelque chose de permanent. Et notre intuition profonde est que notre réalité est permanente, quoi, en fait. On existe, on a toujours existé. Tu retournes quand tu avais 10 ans, quand tu avais 1 an, ces sentiments d'exister étaient toujours le même. Il n'y avait pas réellement de différence. C'était exactement la même chose, sauf que la forme que ça prenait, le monde Alain, le monde Didier à l'âge de 10 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 30 ans, était fondamentalement différent, comme toutes les histoires d'ailleurs, en fait. Tu vois, c'était pas… Donc, voilà, la vraie question, c'est savoir, cette peur de la mort, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est vraiment, une réalité? Moi, j'aimerais qu'on soit un peu plus pratique parce que je connais ton approche et je connais ton analyse et je sais de quoi tu parles, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et cette histoire de séparation du personnage et de non-mort et de non-naissance, ce n'est pas des choses qui sont forcément, je dirais, faciles à approcher du premier abord. Et moi, je pense à tous ces gens qui sont simplement dans une angoisse presque primaire en ce moment. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur donner un petit peu comme bout de ficelle pour avancer sans déjà parler de vous n'êtes pas ce personnage? Il y a possibilité d'avoir des choses, de faire du yoga, de la respiration, du pranayama, de prendre des champignons hallucinogènes. Enfin, moi, je ne conseille pas spécifiquement, mais je veux dire, il y a plein de possibilités d'échappatoire d'une certaine manière, hein, ou n'appelons pas ça des échappatoires, mais des possibilités de calmer un petit peu cette angoisse. Et c'est très valide. Hein, je veux dire, de prendre des fois des médicaments quand il y a besoin, c'est toujours une chose qui m'arrive. Je ne suis pas là à juger quoi que ce soit. Par contre, ce sera toujours quelque part une espèce de manipulation temporaire de la situation qui va revenir en pleine force parce que le problème à la racine n'aura pas été résolu. Si la racine n'est pas la racine de la fragmentation, la racine de nos vies angoissées, de petits êtres chétifs au sein d'un monde immense qui est autre, qui est là-bas, et moi je suis ici, petit, complètement à la merci des virus qui circulent tout autour, la situation ne peut pas être résolue si on ne va pas se poser la question, est-ce que c'est une réalité, cette image-là? Est-ce que c'est une chose qu'on peut considérer comme sûre, sur laquelle on va travailler? Alors, si on dit que c'est sûr et qu'on va travailler, on fait du yoga, on prend des médicaments, c'est sûr, mais ça ne va pas résoudre le problème à la racine. Donc, je suis là pour essayer d'aller un petit peu plus en amont de ce qui se passe. Qu'est-ce qui génère toutes ces histoires, toutes ces peurs, toutes ces angoisses? Qu'est-ce qui génère ça? Il y a une opportunité qui est offerte. L'histoire amène un changement qui fait qu'on peut donc se dénuder. Et ce dont on parle de se dénuder, c'est réellement enlever
toutes ces croyances, toutes ces étiquettes, toutes ces couches qui ont en fait, d'une certaine manière, créé un être qui est mortel et qui est vulnérable. Et peut-être que simplement ce temps-là qui nous est offert, mis à profit, il n'y a pas besoin d'aller, ça ne prend pas longtemps, ça ne prend pas 20 ans de méditation, de yoga, ça prend juste une toute petite question honnête. Ça demande de l'honnêteté et ça demande un petit peu de temps, un petit peu de temps d'être juste en disposition pour ça. Et je pense qu'en ce moment, la population, pas tout le monde, mais en grande majorité, est disposée à se poser des questions un peu plus existentielles. Ça, c'est sûr. Alors, c'est quoi la petite question? Alors, la petite question, c'est tout simplement la question de Ramana Maharshi. Qui Est-ce suis-je? que c'est la question qui suis-je? C'est peut-être la seule question qui pourra, d'une certaine manière, amener à une réponse vivante, qui ne soit pas simplement une autre histoire intellectuelle, conceptuelle, mais une réponse vécue qui va donner comme effet secondaire, d'une certaine manière, une lecture de la vie qui sera totalement inversée. Il n'y aura pas une possibilité de vivre cette vie-là comme une petite chose sans une petite chose fragile. Il y aura peut-être un passage difficile à un moment donné, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir des peurs, mais la conclusion finale est une conclusion qui, de toute évidence, à travers toutes les traditions, à travers tous les angles d'attaque, d'une certaine manière, amène cette conclusion que, en réalité, ce qu'on est réellement, la réponse à la question « qui suis-je » amène une réponse vivante qui n'est pas formulable par mots, mais qui, en fait, d'une certaine manière, peuvent dire « je suis… » donc, je vais utiliser des mots là, mais on est bien d'accord que c'est très approximatif. Je suis cette conscience qui permet à cette histoire Tu l'as dit, tu l'as dit. cette conscience, cette présence, cette être-té, cette capacité. Douglas Harding parle d'une capacité. C'est magnifique parce que c'est le monde, du coup, le monde n'est plus là-bas, dehors, prêt à nous agresser. Nous sommes cette capacité pour le monde, pour que ce monde puisse raconter son histoire. Et au sein de l'histoire, il y a un Alain et un Didier qui racontent des choses à travers une vidéo. Mais ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de ce monde-là qui n'existe que grâce à cette capacité que nous sommes, grâce à ce potentiel, grâce à cette conscience que nous sommes. Par contre, donc ce dont je parlais, la chose très simple, est-ce que ces moments de grâce, ces moments où à un moment donné, la vie est d'une simplicité incroyable, parce que tout simplement, elle apparaît, elle raconte son histoire, et le soi-disant point de référence, le Alain, le Didier, etc., ont quelque part disparu. Ils sont tellement transparents qu'ils ne sont plus là. Il y a juste l'histoire qui se déroule. Ces moments-là, on les a tous connus, que ce soit à travers un étonnement, à travers une œuvre d'art, à travers le fait de conduire, tout simplement. Dans un véhicule, à un moment donné, le conducteur disparaît, il y a juste la conduite qui est là. Donc, ce n'est pas des moments spéciaux, des moments spirituels, c'est des moments qui apparaissent tout le temps dans une vie, à plein de possibilités. Ben, ces moments-là, ma proposition, et c'est tellement simple que c'est presque ridicule, c'est de dire ça, c'est votre camp de base. Ça, c'est la réalité de ce qu'on est réellement. On n'est pas un Gugus qui fait quelque chose ou une personne qui fait quelque chose. Il n'y a que ce mouvement de la vie qui conduit, qui fait la vaisselle, qui a d'une certaine manière une vie qui est la vie de tous les jours, qui n'est pas une vie spéciale, mais qui a ce parfum particulier, ce parfum je dirais, de liberté totale, parce qu'il n'y a plus quelque part le Gugus qui s'interpose et qui dit c'est moi qui fais, c'est moi qui dis, etc. En fait, tu vois. Alors attends, j'ai presque fini là, j'arrive au bout de ce que je voulais dire. Justement, non, juste sur le Gugus, je te coupe juste sur le Gugus parce qu'il y a quelqu'un qui demande si on a cette compréhension intellectuelle de l'un du. Le Gugus ne peut rien faire pour que la vie reprenne le dessus sur le personnage. Non, la vie ne peut rien faire. Répète, s'il te plaît. Le Gugus ne peut rien faire pour que la vie prenne le dessus sur le personnage.
Bien sûr que non, il ne peut rien faire. C'est un point de vue virtuel, donc il n'y a aucun moyen d'action à ce niveau-là. Par contre, cela qui est d'une certaine manière notre existence profonde, réelle, est parfaitement décrite dans ce que je viens de dire, dans cette vie qui se sait directement, dans cette vie qui se vit directement à travers ces moments de conduite de vaisselle, d'étonnement d'un lever de soleil. Donc, elle est toujours là. Alors, au lieu de dire ça, c'est les expériences spirituelles, et en réalité, je suis quelqu'un qui a des expériences spirituelles, ma proposition, c'est de dire, mais non, ça, c'est ce qu'on est réellement. Et ce qu'on est réellement a des expériences d'Alain, des expériences de Didier, des expériences de Gugus, qui tout d'un coup se prennent pour les rois du monde, qui tout d'un coup prennent le centre je dirais, du film et s'approprient l'action, s'approprient la possibilité de faire quelque chose, de dire quelque chose, et deviennent d'une certaine manière créer une situation d'otage. Ce que je suis réellement est pris en otage par ce Gugus qui s'exprime. Voilà, ça, ce qui arrive là, c'est une expérience. Donc, j'inverse la proposition. Nous n'avons pas des expériences d'éveil, nous n'avons pas des expériences de oneness, en fait, d'unité. Ça n'existe pas. De lire la vie comme ça valide notre séparation. Dit, je suis séparé et j'ai des expériences de oneness. C'est un contresens total. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, essayons de retourner la proposition, et c'est simplement la même vie qu'on lit complètement à l'envers, et notre camp de base est cela, qui ne comporte pas de centre, pas de périphérie, qui est, une fois de plus, cette capacité qu'on est réellement. Et de temps en temps, effectivement, il y a des expériences de personnages, d'Alain, de Didier, qui se prennent pour des personnes séparées qui ont peur, qui vont mourir et qui sont nées, et qui sont angoissées par le virus. Tu vois? Alors je trouve ça très très beau, Didier, cette proposition de retournement, d'inversement, d'inversion. Il y a même quelqu'un qui me parle ici d'inversion lumineuse. Tu es lumineux, Didier. Oh, waouh! Nous sommes tous lumineux, Alain. Tu sais, il n'y a pas de. Ouais, C'est pas non. quelque chose qu'on peut. Je sais bien. Vas-y, Euh, vas-y. je trouve ça très, très extraordinaire de dire que ce n'est pas une personne qui a des expériences d'éveil, mais une conscience qui a des expériences humaines, presque, on a envie de dire, enfin, de personnes. Exactement. Une fois que cette exploration-là a été comprise dans son essence, vers qu'est-ce qu'on essaye de mettre à la surface, elle continue dans la vie de tous les jours, en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, elle n'a pas besoin il n'y a pas une vie spirituelle et une vie ordinaire de la vie de tous les jours. C'est toujours au sein de l'histoire qu'on peut en permanence avoir cette reconnaissance, donc une connaissance à nouveau de cette essence qui est là en permanence, qui est là, qui est intouchée par rapport à que l'histoire se développe de manière positive, pas si positive que ça, ou négative. D'une certaine manière, il n'y a aucune relation là, en fait. C'est-à-dire que notre camp de base, qu'on essayait de mettre un petit peu, rendre plus concret, enfin, plus visible, juste avant, est là dans tous les cas de figure, Alain. Il ne disparaît jamais. Il semble disparaître, mais il ne disparaît jamais. C'est la seule chose qu'il faut faire, qui n'est pas un faire, qui est un voir. Une fois de plus, j'en parle en permanence, c'est un voir. Le voir, tu disais. Oui, avec un grand V. Oui. Parce que ce n'est pas visuel, mais ce n'est pas non plus conceptuel. On ne peut pas en parler, on en parle avec des mots parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est ce qu'on appelle une compréhension, quoi, en fait. Et en fait, la position du témoin, elle dit une chose essentielle qu'il faut peut-être regarder plus profondément. Elle dit « je suis cela », donc cette conscience, et ça, jusque-là, tout va bien, qui est consciente de ce monde là-bas, de la manifestation des petits gremlins qui bougent, des corps, des histoires, etc. Et d'une certaine manière, le problème, parce que là, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a une distance. Il y a ceux-là qui
perçoit, qui est invisible, peut-être même pas localisé d'une certaine manière, et il y a ce qui est vu, ce qui est perçu, qui est là-bas. Et cette distance-là, elle est douloureuse, en fait. Hein. Ça donne un sentiment d'isolation, un sentiment d'une vie qui est en carton-pâte. Ça enlève la joie à la vie, en fait. Ça enlève la saveur. Ça peut être… c'est un côté chouette parce qu'il y a quand même une forme de paix par rapport à ça, on est bien d'accord. Mais cette paix-là, elle est quand même un petit peu sans saveur parce que il y a un monde qui d'une certaine manière, raconte son histoire qui est là-bas. Et la solution, la résolution de cette position du témoin, c'est d'essayer de voir que cette manifestation-là, ces petits gugus, ces histoires-là, ne sont faits que de cette conscience, que de cela que l'on est, ne sont pas là-bas vus par une position du témoin séparée, que chaque élément, cette conversation-là qu'on a, elle est uniquement faite de cette conscience, elle est uniquement faite de cette présence, et que sans conscience, sans présence, il n'y aurait rien. Et donc, ce témoin-là n'est pas un témoin. C'est en anglais, c'est beaucoup mieux, parce qu'en anglais, ça devient un verbe. On parle de witness, et en fait, on glisse vers witnessing. Donc, c'est un verbe, on ne peut pas le dire. Témoigner en français, ça ne fait pas de sens, mais d'une certaine manière, on passe vers une forme de verbe, et ce verbe-là, d'une certaine manière, il est compris comme la création du monde, d'une certaine manière, la matière du monde, la possibilité, la capacité au monde d'apparaître. Donc, il n'y a plus de distance là, en fait. Et ça devient le passage de ce que j'appellerais une position qui est assez… En anglais, on dit emptiness, donc comme on pourrait dire en français, le vide, en fait, d'une certaine manière, à fullness, à la plénitude. C'est cette possibilité-là qui est là en permanence, quoi, en fait. Mais et cette plénitude-là… Vas-y. Est-ce que c'est pas en même temps la même chose, le emptiness et fullness? Est-ce que l'absence et l'absence, c'est la présence, en fait? Oui, mais tant que c'est pas vu, ça peut être totalement différent, quoi, en fait. J'ai rencontré un nombre de cas assez important qui témoignent d'une compréhension profonde, vivante de ce message non duel, et qui disent oui, mais je suis cela qui sait, je suis cette conscience, je le sais, je ne suis pas le petit personnage, mais il y a quand même ce monde-là. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce monde-là? Et il n'y a pas réellement la connexion vivante que ce monde-là qui en fait d'une certaine manière vit sa vie, et l'expression de ce qu'on est. Il n'y a pas de… Donc, si je prends je dirais la métaphore de l'argile et du pot et de la tasse, qu'il y ait des pots, des tasses, des assiettes, c'est la manifestation, mais on est argile. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'un pot est différent de l'argile, ou est-ce que on peut parler d'un pot séparé de l'argile? L'argile et le pot, ce sont deux étiquettes qui pointent deux angles de vue, mais qui racontent la même chose, en fait, d'une certaine manière. Ça, c'est la possibilité de plénitude. Oui, Qu'est-ce que tu disais sur… on peut avoir une compréhension totale et en même temps, voilà, et ne pas être dans l'incarnation, en fait. C'est ça, c'est cette mauvaise interprétation, enfin, sans mettre d'adjectif négatif, mais c'est une interprétation de l'incarnation. Mais c'est un peu le piège de la spiritualité, la fameuse tarte à la crème de la non-dualité aussi, dont on avait parlé il y a quelques mois, sous cette idée et ce danger presque de se détacher de la vie et de l'action et du film parce qu'on a compris qu'on n'est pas ça. Bien sûr. Je suis 100% d'accord avec toi, Alain. Hein. Là où je suis très, où je fais attention, en fait, c'est d'utiliser le mot incarnation. Incarnation, ça veut dire qu'on retourne dans le corps, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui se produit. On ne retourne pas dans le corps, on ne retourne pas dans notre corps. Ce corps-là a été vu pour être un objet, au même titre que tous les autres objets, mais on retourne dans le monde, et parce que le monde est ce que je suis n'est pas différent. C'est en fait, il n'y a aucune possibilité de séparation entre les deux, quoi, en fait. Donc, ce n'est pas incarner, retourner dans la chair, mais retourner dans la manifestation. Oui.
Didier, on a l'impression, je te l'ai dit en introduction quand même, qu'il y a aussi une sorte de sentiment d'unicité, d'universalité, de un, comme si on était tous pareils d'un seul coup, comme si on se rendait compte qu'on était tous pareils. Ça, c'est une chose. Cette expérience nous fait… de la même façon qu'on parle de la séparation avec le personnage, on a l'impression qu'il n'y a plus de séparation ni avec le monde, ni avec les autres. Et ça, c'est un sentiment assez nouveau, je trouve, pour beaucoup. Et puis, en même temps, il y a aussi une sorte de bienveillance qui apparaît, une sorte de compassion générale, même s'il y a toujours des râleurs et des grincheux, etc. Et ceux qui voient les complots et les manipulations, etc. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour qui ressurgit de tout ça. Bien sûr, c'est génial. C'est un coup de pied dans les fesses métaphysique incroyable, en fait. Et ça amène cette intuition profonde que cette vie est unique et n'est pas fragmentée. Et cette intuition-là, elle est vécue concrètement. Le piège qu'il pourrait y avoir, c'est de croire que ces êtres séparés sont rapprochés par cette expérience-là, par cette période, cette époque du virus, et que donc ça deviendrait en fait une forme de truc pour être potes un peu plus proches, un peu plus, et puis qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de virus, on va de nouveau être séparés, quoi, en fait. Je voudrais qu'on aille au-delà de ce rapprochement-là. Ce rapprochement, il est là, bien sûr, au niveau social, au niveau humain, au niveau de toute évidence, mais il montre une autre dimension qui est encore plus profonde et qui, elle, on ne pourra pas revenir en arrière. Cette dimension-là, c'est que non seulement on est plus rapprochés, mais la réalité de ce qu'on est, donc cette vie qui s'exprime à travers plein de points de vue différents, des points de vue Alain, des points de vue Didier, est une, tu vois. Donc il y a, à ce niveau-là, il n'y a pas de fragmentation, il n'y a pas besoin de se rapprocher, il n'y a pas besoin, et donc s'il n'y a pas besoin de se rapprocher, on ne pourra pas être séparés. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est le vrai but de cette exploration-là, c'est pas de s'arrêter au rapprochement entre les êtres, mais c'est un petit peu plus loin et de réaliser tout simplement que cette essence-là est une et qu'elle ne pourra jamais être fragmentée parce que par définition, elle n'est pas fragmentée. Donc quand le virus disparaît, cette possibilité de paix à travers la lecture de la vie non fragmentée va rester. Il n'y aura pas besoin de l'entretenir d'une certaine manière. Il n'y aura pas besoin d'un autre virus qui vienne. Oui, mais c'est ce que je voulais te dire, c'est que même si il n'y a rien qui va changer, elle va rester, mais cette crise, ce qui se passe, nous donne une nouvelle vision de ça. Je veux dire, il n'y a pas plus de rapprochement qu'il y avait de séparation, mais on en prend conscience. C'est ça que je voulais dire. Exactement, oui, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, voilà.